Merci Président. Je voudrais juste dire à Madame Védrenne que bien que ce soit le printemps, la théorie du coucou, vous savez, c'est celui qui va dans le nid des autres et qui récupère ses idées, n'est absolument pas de mise. Je rappelle haut et fort que le slogan de retrouver la maîtrise de son destin, c'est le slogan de François-Xavier Bellamy qui mène la liste des Républicains au sein du PPE. Vous avez beau faire c'est absolument la vérité. Monsieur le Président, nous sommes en Bretagne et je vais vous parler d'Europe. Parce que c'est d'actualité et que les Bretonnes et les Bretons sont directement concernés, au même titre que les 241 autres régions des 27 pays de l'Union. Dans 52 jours exactement, le 9 juin, les Français sont invités à élire leurs 81 représentants au Parlement européen. Un seul tour, la proportionnelle intégrale, une multitude de listes, des bilans enjolivés par certains, Madame Védrenne vient d'en être la preuve, des visions très différentes, en somme, le choix. Ça devrait motiver, et pourtant, une forte abstention est annoncée. Il faut dire que les Français n'entendent parler d'Europe que quelques semaines avant les élections, puis plus rien pendant 5 ans, puis de nouveau la veille des échéances. Alors pourquoi aller voter? Première raison, près de 70% de la législation française découle directement de directives et autres règlements européens. Les agriculteurs, les pêcheurs, les chefs d'entreprise bretons, les élus locaux le savent, qui alertent régulièrement sur les dysfonctionnements à corriger. Deuxième raison, nous faisons face à des défis majeurs dont la résolution de certains se situe clairement au niveau européen dès lors que nous en décidons et selon le principe fondateur de l'Union, la subsidiarité. Confier toujours plus de prérogatives à l'Europe serait pour nous une profonde erreur. C'est ce que prônent les partisans d'une Europe fédérale, que sont les socialistes, les macronistes ou les écologistes. Pire, certains proposent que des sujets aussi fondateurs que la question de l'élargissement ou de la fiscalité ne requiert plus l'unanimité des États membres. Pensez à l'inverse, que la France serait capable de répondre aux enjeux démographiques, économiques, environnementaux, géopolitiques seule serait suicidaire. Quel poids pèse la France face aux États-Unis ou aux BRICS, et notamment la Chine? Nous, la droite républicaine, sommes attachés à une Europe des nations, comme le rappelle la devise fondatrice de l'Europe, unis dans la diversité. Il est souvent reproché à l'État français de mal gérer. Les 154 milliards de déficit qui viennent d'être avoués en sont l'immédiate et parfaite illustration. 1 000 milliards de dettes de plus en 7 ans de mandat d'Emmanuel Macron. Belle performance pour un Mozart de la finance. Il est souvent demandé au gouvernement de se recentrer sur ses fonctions régaliennes pour les exercer mieux et de laisser faire les collectivités qui gèrent en proximité. N'est-ce pas ici même le discours entendu et je crois partagé par une majorité d'entre nous? Ne voulons-nous pas plus de déconcentration, plus de décentralisation et plus d'autonomie de gestion? Mais alors, chers collègues, si c'est votre position, admettez que se défaire de toujours plus de souveraineté nationale au profit de l'Union européenne nous ferait courir un grand danger. Les mêmes causes produiraient les mêmes effets. Que l'Union européenne se concentre sur les politiques publiques auxquelles elle apporte une véritable valeur ajoutée. Qu'elle tourne le dos à la bureaucratie repoussoire qui ne la fait pas aimer. Qu'elle fasse une pause sur les réglementations qui étouffent l'initiative et la liberté. Le budget de l'Union, c'est 1 800 milliards d'euros, soit environ 1,5% du revenu national brut des 27 États membres. Chacun y contribue en fonction de sa richesse respective. Il est d'ailleurs convenu de parler de budget de transfert entre les États,
puisque la recette est redistribuée, avec deux gros postes de dépenses. D'abord, la politique agricole commune, un tiers du budget, mais en baisse proportionnellement, puis la politique régionale, dite de cohésion. La France contribue à hauteur de 28 milliards et reçoit en retour 14 milliards. Elle est le deuxième contributeur net après l'Allemagne. Alors comment ces fonds européens ruissellent-ils en Bretagne? S'agissant de la PAC, le premier pilier est estimé à un peu plus de 400 millions d'euros par an pour un soutien direct aux agriculteurs, soit en moyenne 12 700 euros par exploitation. Le deuxième pilier, c'est 127 millions d'euros, gérés par la Bretagne sur la période 2023-2027, hors du deuxième pilier de l'État, mais chacun ici connaît les mécanismes. S'agissant des fonds de cohésion, la programmation 2020-2027 fait état de 321 millions pour le FEDER, 57 millions pour le FSE, 58,3 millions d'euros pour le FEAMPA. À noter que la Bretagne, contrairement à la région Pays de la Loire, n'émarge pas au FTJ, le fonds de transition juste. Je me suis permis de poser la question en commission permanente. Nous sommes-nous battus pour en bénéficier? Par contre, elle a reçu 93 millions du plan de relance européen. Quelle utilisation en a été faite? Notre groupe Ils sont où la Bretagne se veut extrêmement vigilant quant à la consommation de ces fonds utiles à la Bretagne. Merci l'Europe. Mais j'évoquais la bureaucratie bruxelloise qui précède celle de Paris, qui, s'il vous plaît, Monsieur le Président, ne devrait pas déteindre sur notre région. Combien de porteurs de projets renoncent devant la complexité, le contrôle tatillon, les délais d'obtention des aides? La simplification administrative est sans nul doute l'un des grands chantiers à mener dans les prochaines années, et pas qu'en Europe. La PAC. Elle est censée assurer l'autosuffisance et la sécurité alimentaire de notre continent. C'était l'objectif assigné à sa création en 1962, il y a plus de 60 ans. C'est une compétence partagée entre l'Union européenne et les États membres, d'où la nécessité de se battre pour défendre les agriculteurs français, d'abord au niveau national, pour améliorer le revenu des agriculteurs et donc la compétitivité de leurs entreprises, lutter contre la concurrence déloyale, protéger des importations qui ne respectent pas les normes sanitaires et environnementales. Les nôtres sont les plus exigeantes au monde. Or, force est de constater que la France n'est pas au rendez-vous. Au contraire, et en opposition à leur discours, les députés européens de la Macronie, chers collègues, ont voté en faveur des textes soutenant la décroissance et la décapitation du cheptel, ceux-là même qui fragilisent dangereusement l'agriculture bretonne et notre industrie agroalimentaire. Ces textes se trouvent dans le programme Farm to Fork, qui ne nous a pas fait beaucoup réagir non plus au sein de cet hémicycle, Monsieur le Président. Tout préoccupé que vous étiez à donner des gages aux partisans d'une écologie qui impose au lieu d'inciter, qui sanctionne au lieu d'accompagner. Pour notre famille politique, c'est une vraie divergence entre nous. La performance environnementale ne doit pas se faire au détriment de la performance économique. La PAC doit revenir à ses fondamentaux, productivité par les sciences et techniques, niveau de vie équitable, stabilisation des marchés, soutien aux filières, prix raisonnables pour les consommateurs. La pêche, également stratégique pour la Bretagne et pourtant soumise à rude épreuve avec la hausse du prix du carburant, les restrictions, voire les interdictions de pêche, le plan de sortie de flotte. La pêche française a perdu 25% de ses possibilités de capture en raison du Brexit et de la concurrence accrue dans les eaux européennes. Les 80 stocks de poissons partagés entre l'Union et le Royaume-Uni feront l'objet de négociations tous les ans à partir de 2026. Deux sujets majeurs restent en suspens, la question des navires de remplacement et l'accès aux eaux britanniques après 2026. C'est demain matin, Monsieur le Président, et c'est d'autant plus important que les Britanniques ont récemment désigné des zones de pêche fréquentées par des centaines de pêcheurs français comme zone à haute protection de la biodiversité. Vous évoquez souvent, Monsieur le Président, la réserve d'ajustement, un fonds de 5,4 milliards d'euros pour pallier les conséquences du Brexit. Or, ce fonds a presque exclusivement
été consacré à un plan de sortie de flotte avec les conséquences que l'on mesure en Bretagne. Où étaient les défenseurs des pêcheurs bretons, au premier rang desquels le président de la commission pêche? La réserve aura finalement été mobilisée non pas pour mettre à l'activité de se poursuivre, mais pour financer le fait qu'elle s'arrête. On marche sur la tête. En Bretagne, nous avons été les plus touchés. 45 navires détruits sur 81. La baisse en approvisionnement avoisine les 43% en volume et 45% en valeur dans les criées de Cornouailles, avec les conséquences sociales que l'on sait. Comme pour l'agriculture, toujours plus de contraintes sont imposées aux pêcheurs dans le cadre de la politique commune de la pêche. Or, nous ne réussirons pas à préserver la biodiversité marine. Rappelons que c'est un objectif partagé, et oui, en fragilisant la pêche européenne, avec pour conséquence de privilégier les importations de poissons de pays qui ne respectent pas nos normes. Devons-nous laisser faire? Pour nous, c'est clairement non. La Bretagne peut et doit être aux avant-postes pour porter une stratégie de long terme, un plan d'investissement ambitieux pour que se développe une pêche viable, durable et décarbonée. Vous nous appelez à faire équipe, Monsieur le Président, chiche. Mais là encore, attention, la charge administrative est lourde. Toutes les technologies ne sont pas assez développées. Les techniciens ne sont pas encore assez formés. Et surtout, les options permises par le fait en pas pour verdir l'activité sont mal ajustées. Passer à une motorisation moins polluante aboutit le plus souvent à augmenter la jauge d'un navire. Or, dans la plupart des cas, l'Union européenne l'interdit pour que les capacités de pêche réglementaires ne soient pas dépassées. Injonction contradictoire. Agriculture, pêche, énergie. Alors que la COP planification écologique a été présentée en Bretagne la semaine dernière, permettez-moi d'aborder ce sujet stratégique de l'énergie. Les combustibles fossiles, les énergies renouvelables et le nucléaire. Chaque pays de l'Union est censé établir la part de chacune de ces ressources qu'il utilise pour produire sa propre électricité. En France, ce mix énergétique n'est toujours pas stabilisé. Nous avons même appris qu'il sera fixé par décret, sans débat au Parlement. Nouveau déni de démocratie. Une chose est sûre, le gouvernement veut couvrir nos mers et océans d'éoliens offshore et multiplier par 18 la capacité actuelle d'ici 2035. Nous en reparlerons demain. L'une des préoccupations majeures de nos concitoyens, c'est le pouvoir d'achat, n'est-ce pas? Alors qu'en est-il de la facture énergétique? L'objectif du plan européen, dont le budget total s'élève à plus de 210 milliards sur son projet de plan de relance pour éviter d'utiliser le gaz russe, c'était de renforcer notre sécurité énergétique et d'accélérer la transition vers une économie plus sobre en carbone. Il a fallu qu'au sein du PPE, François-Xavier Bellamy se batte pour inclure le nucléaire dans ce plan. La quasi-totalité de la délégation Renaissance a voté contre. Pour rappel, Pascal Canfin affirmait alors que la construction de nouveaux réacteurs nucléaires serait un suicide industriel. Ce même M. Canfin qui figure sur la liste de Mme Hayet, soutien de M. Macron, qui prétend relancer le nucléaire. Nouveau syndrome de l'incohérence et du en même temps. Je terminerai par le pacte vert, que vous avez parfois évoqué ici même, Président. Ce Green Deal présenté en 2019, avec des textes très controversés, comme la ferme à la fourchette ou la restauration de la nature. Pourquoi controversés? Car ils auront pour effet d'affaiblir la compétitivité de notre agriculture, fragiliser notre souveraineté alimentaire et n'auront qu'un impact limité sur la baisse des gaz à effet de serre, singulièrement en France et ici même en Bretagne. N'en déplaise aux très politisés membres du Haut Conseil breton pour le climat, si seules la France et la Bretagne s'astreignent à des objectifs en matière de décarbonation de l'économie, nous ne parviendrons pas à sauver la planète qui subit les attaques environnementales de tant de pays à l'empreinte écologique dévastatrice. L'Europe, ce ne sont que 8% des gaz à effet de serre. Pour nous, à l'instar de ce que nous disons pour la Bretagne, il faut une approche pragmatique et des objectifs réalistes afin de ne pas fragiliser notre compétitivité ou exposer nos entreprises à la concurrence déloyale. C'est la raison pour laquelle nous sommes favorables à un moratoire sur la réglementation environnementale. Au cours de ce petit quart d'heure, j'aurais tenté de faire un peu de pédagogie sur quelques enjeux de cette élection importante du 9 juin qui concerne les Bretons. En démontrant qu'il y a le choix, j'aurais tenté de donner envie d'aller voter puisque nous nous plaignons collectivement de la désaffection de nos concitoyens pour cette élection. J'aurais même, je l'avoue bien volontiers,
essayer d'orienter le vote en faveur de la seule liste en compétition qui propose de changer de cap pour refaire de l'Europe et ses 450 millions d'habitants un atout pour la France et donc pour la Bretagne. Je vous laisse deviner laquelle. Celle, Madame Wedren, qui veut retrouver la maîtrise de son destin, et c'est un copyright LR. Verdict le 9 juin au soir. Je vous remercie. Merci Madame. J'ai cru que vous alliez appeler à voter PSE pour que le Parlement européen bascule après des années de PPE, mais ce sera une prochaine fois. Olivier Lebras pour les sociaux-démocrates.